le sujet là qui est abordé, c'est quand on a une connectivité, et on verra que c'est souvent une sclérodermie et une hypertension artérielle pulmonaire, ça fait une maladie rare, la sclérodermie, une maladie rare, la HTAP, et bien est-ce que ça fait deux maladies rares finalement? Eh bien, nous allons en discuter un peu. Cette diapositive est en anglais, mais elle est un peu complexe, mais je vais vous la simplifier. Vous savez que les hypertensions pulmonaires, on les divise en différents groupes. La HTAP idiopathique, c'est le groupe 1. Elle est là, idiopathique en anglais. Et dans ce groupe 1, on trouve aussi ce qu'on appelle les connectivites. Donc, en anglais, c'est connective tissue disease. Et donc, l'idiopathique est associé aux connectivites, et on verra que la sclérodermie est une connectivite, c'est du groupe 1. C'est-à-dire les groupes qui bénéficient des traitements actuels, atropisme artériel pulmonaire. Monsieur qui a une LMC est ici dans le groupe 5, Hematological Disorders. Les maladies du sang peuvent effectivement donner aussi une hypertension pulmonaire, mais par un mécanisme qui n'est pas très clair ou multifactoriel. Mais il peut aussi parfois bénéficier des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire. Alors, les connectivites, c'est quoi? Les connectivites, ce sont des maladies auto-immunes systémiques non spécifiques d'organes. Alors, une maladie auto-immune veut dire que le système immunitaire que vous avez tous, que nous avons tous, parce que sans système immunitaire, on ne peut pas vivre. On ne peut pas résister aux virus, aux bactéries. Notre système immunitaire est fait pour nous défendre, pour nous adapter à notre environnement. Et depuis des millions et des millions d'années, il s'est complexifié avec le temps, et en se complexifiant, il s'est aussi affiné, mais en s'affinant, il a développé des cellules capables de fabriquer des anticorps. Quand on se vaccine, on fait des anticorps contre le vaccin. Quand on a le Covid, on fait des anticorps contre le Covid. Quand on a la grippe, pareil. Mais certains patients font des anticorps contre eux-mêmes. On a tous finalement un peu d'anticorps contre nous-mêmes. Mais quand on a une maladie auto-immune, on en a beaucoup plus que la population générale. Parfois, la maladie auto-immune va sur un organe. Le plus fréquent, c'est par exemple la thyroïde, les thyroïdites. Ça, c'est très fréquent avec des anticorps anti-thyroïdes. Et bien ça, c'est une maladie auto-immune mono-organe, un seul organe. Les connectivites, c'est plusieurs organes. Et dans les connectivites, on a la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérodermie, le bouche-rouge-au-crâne, l'hépatie inflammatoire, et ce qu'on appelle une connectivite mixte. Ça, ce sont des maladies auto-immunes qui touchent plusieurs organes. La polyarthrite rhumatoïde, c'est surtout les articulations, mais parfois le lupus, c'est beaucoup la peau, les articulations, le rein, la sclérodermie, on verra, c'est multisystémique, le bouche-rouge-au-crâne aussi. À côté des connectivites, il y a les vasculaires, qui sont aussi des maladies auto-immunes avec des auto-anticorps pour la plupart, mais elles sont à part, et puis il y a du divers. Donc on est dans ce groupe-là, et effectivement, les connectivites ici, ce sont des maladies à risque de faire une hypertension artérielle pulmonaire. Toutes sont des maladies rares, sauf la polyarthrite rhumatoïde, mais toutes les autres sont rares. Et parmi celles-ci, qui sont beaucoup plus à risque de faire une hypertension pulmonaire, on a la sclérodermie. Alors, l'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1, et vous avez tous une hypertension pulmonaire du groupe 1, c'est une maladie des petits vaisseaux. Ici, on a découpé le cœur droit, ici c'est le cœur gauche, et le sang va du cœur droit pour s'oxygéner au poumon, puis aller vers le cœur gauche et vers la horte. Et bien, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie des petits vaisseaux qui passent dans le poumon. Est-ce que le son est bon, parce que l'image est un peu bizarre? Le son est très bon, docteur. Excellent. Et donc ça peut toucher les petits capillaires, et moi je vous entends très bien en réalité, très très bien. Ou alors c'est les petits artérioles. Et tout ça, ça va boucher les vaisseaux du poumon, et en bouchant les vaisseaux du poumon, imaginez si vous tenez un tuyau d'arrosage qui arrose le jardin, si quelqu'un derrière vous appuie avec le pied sur le tuyau, l'eau va plus sortir du tuyau. Et c'est exactement pareil. Si le sang passe à travers le poumon, il doit forcer à travers les petits vaisseaux qui sont bouchés, et il y a très peu de sang qui arrive, ou moins de sang en tout cas, qui arrive du côté du cœur gauche. C'est ça qu'on parle d'index cardiaque ou de débit cardiaque. Quand il est diminué, c'est que le sang a du mal à traverser le poumon parce qu'il y a un obstacle. Ça, c'est l'hypertension. La sclérodermie, c'est souvent comme ça que ça commence, par un phénomène de Raynaud. Et ceux qui ont une sclérodermie, là, le savent bien.
Et peut-être que d'autres personnes qui n'ont pas de sclérodermie ont aussi ce symptôme. Parce que ce symptôme, c'est fréquent, c'est 5% de la population qui a un phénomène de Raynaud. C'est quoi? C'est l'onglet au froid, c'est-à-dire le doigt blanc au froid. L'humidité aussi joue beaucoup. Les petits vaisseaux se spasment, le sang n'arrive plus, le bout du doigt ou plusieurs doigts sont blancs. Puis après, le sang veineux stagne et les doigts sont bleus. Puis après, le sang revient et ça fait un jet de sang rouge parce que les vaisseaux se redilatent et là, ça brûle et ça fait mal. Et bien souvent, on dit que l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est le Raynaud du poumon. Et probablement au début de l'histoire naturelle de l'hypertension pulmonaire, les petits vaisseaux dans le poumon des patients sclérodermiques peuvent se spasmer, et puis tout doucement, ils durcissent, et puis n'arrivent plus à se relâcher, et c'est ça qui fait qu'ils se bougent. Alors quand on a un phénomène de Raynaud, pour faire un diagnostic de sclérodermie, c'est simple, on a 2 examens clés. La recherche d'anticorps antinucléaires, ce sont les auto-anticorps de la sclérodermie, et ils sont dirigés contre des noyaux cellulaires. Et la capillaroscopie, c'est quoi? C'est simplement un microscope qui regarde le bout du doigt. Si vous regardez ici le bout du doigt, bien vous avez en haut l'ongle et en bas la peau du doigt, et puis la sertissure de l'ongle. Et quand on a une sclérodermie, on a une dilatation de ces petits vaisseaux. Une dilatation et aussi des thromboses des capillaires se bouchent. Exactement ce qu'on a dans le poumon aussi, qui va aboutir à une hypertension. Alors ça, c'est le schéma qui résume toutes les cellules impliquées dans la sclérodermie, mais finalement aussi dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Au départ, on a la cellule des vaisseaux et puis un trigger, c'est-à-dire un élément extérieur qui vient léser la cellule des vaisseaux par l'intérieur, et c'est la lésion donc, de la cellule endothéliale. Ça active le système immunitaire que nous avons. Les lymphocytes, c'est des globules blancs, et les lymphocytes B font nos anticorps, nos auto-anticorps, et donc ça active le système immunitaire. Ça aboutit au recrutement des cellules qui vont faire la fibrose, qu'on appelle des fibroblastes, et qui vont donc proliférer avec des fils de fibrose et durcir ainsi les vaisseaux parce qu'ils vont se développer autour des vaisseaux. Autour des vaisseaux, mais pas que. Quand on a une sclérodermie, eh bien ça peut toucher la peau. Et soit la sclérodermie est limitée parce qu'elle touche surtout les mains, un peu le visage des gens, ou alors elle est plus diffuse. C'est des formes plus sévères. Toutes les deux peuvent faire une hypertension artérielle pulmonaire, mais c'est surtout les formes plus limitées qui font l'hypertension artérielle pulmonaire. Et la maladie peut toucher la fibrose. La fibrose peut se développer dans d'autres organes, c'est ce qui fait toute la complexité de la sclérodermie. Le cœur, le rein, les articulations, les muscles, le tube digestif, et il y a souvent une atteinte digestive très sévère et très invalidante avec un œsophage qui se dilate et qui devient complètement relâché, amorphe, et c'est le reflux gastro-œsophagien, l'intestin qui se relâche aussi, et c'est la constipation, parfois de la diarrhée parce que les bactéries pullulent. Donc la sclérodermie est vraiment une maladie complexe, elle est complexe de base, et puis en plus parfois des complications à règle. Alors ça, c'est des critères de classification de la sclérodermie pour aider les cliniciens à dire il y a un phénomène de Raynaud, il est là. Bien, est-ce que c'est une sclérodermie? On fait une recherche d'anticorps antinucléaires et ça donne 3 points. On fait une capillaroscopie, si elle est anormale, ça donne 2 points. Eh bien, Raynaud 3 plus 3, ça fait 6 et 2, 8. Il faut encore un petit signe et on arrive au 9 qui permet de dire oui, c'est une sclérodermie. Eh bien, quand on a une hypertension artérielle pulmonaire, c'est ici. Eh bien, on a effectivement une hypertension artérielle pulmonaire avec une sclérodermie parce qu'on a ces autres signes associés. Et la prise en charge est beaucoup plus complexe. Alors, quand on a une sclérodermie, nous avons des recommandations nationales. C'est le PNDS, le Protocole national de diagnostic et de soins. C'est un mot que vous devez connaître, PNDS, parce qu'il y a un PNDS national pour la sclérodermie, il y a un PNDS national pour l'hypertension artérielle pulmonaire, et c'est un référentiel pour les médecins, mais aussi pour vous. Et c'est accessible sur Internet. Si vous faites PNDS sclérodermie, vous trouvez PNDS HTAP, vous trouvez. Et dans le PNDS sclérodermie, eh bien, on a des recommandations. Quand on a fait un diagnostic de sclérodermie, il faut faire un bilan du rein, du poumon, du cœur, du tube digestif, des articulations, du muscle. Mais centrons-nous sur le poumon et sur le cœur,
qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, des tests de marche pour évaluer la capacité à l'effort sur 6 minutes, et ça, vous connaissez bien, vous en avez tous fait. On fait des épreuves fonctionnelles respiratoires, et ça, vous en avez tous fait. On fait un scanner thoracique, et on fait une évaluation de la classe de dyspnée, de l'essoufflement. Et c'est ça qui détermine souvent le mode d'entrée dans l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est l'essoufflement à l'effort. Seulement dans la sclérodermie, c'est très compliqué l'essoufflement. Le patient qui a une sclérodermie a de multiples raisons d'être essoufflé. Il peut être essoufflé effectivement parce que l'hypertension artérielle pulmonaire arrive, c'est là. Mais peut être essoufflé parce qu'il y a un peu de fibrose dans le poumon, comme sur la peau, c'est là. Il peut être essoufflé parce qu'il fait de l'anémie. Il peut y avoir des petits saignements digestifs dans la sclérodermie, et quand on est anémie, on est essoufflé. On peut être essoufflé parce qu'on a du reflux gastro-œsophagien, et ça peut aller un peu dans les bronches. On peut être essoufflé parce que la machinerie musculaire pour respirer marche un peu moins bien, parce qu'il y a une atteinte musculaire des muscles des bras, des jambes, mais aussi souvent des muscles respiratoires. Ou alors parce qu'on fait de la bronchiolite quand on a un jeu-graine, jeu-graine associé. Ou alors quand il y a une dysfonction du ventricule gauche, qu'on appelle diastolique ou systolique. Donc c'est de multiples raisons pour être essoufflé. C'est pour ça que l'essoufflement de la sclérodermie, c'est tellement banal qu'on n'y fait plus très attention, parce que ça fait partie de la maladie de vie. Et bien pourtant, parfois, ça peut être un mode de régulation d'hypertension artérielle pulmonaire. Et c'est pour ça que nous sommes tout le temps vigilants, et que les patients avec sclérodermie doivent aussi être tout le temps vigilants et faire des bilans tous les ans, avec des épreuves fonctionnelles respiratoires et l'échographie cardiaque. Alors, comment évalue-t-on l'essoufflement? Vous le savez, mais c'est très important pour le clinicien de pouvoir classer, quand il voit son patient, dans ce qu'on appelle la classification NYHA de la dyspnée. La dyspnée, c'est le terme médical pour l'essoufflement. Ça peut être le stade 1, 2, 3, 4. Le stade 1, on est essoufflé que pour des efforts importants. Le stade 2, si on résume, on peut monter 2 étages, mais au 2e étage, il faut faire une petite pause pour reprendre son souffle. C'est la classe 2. La classe 3, c'est on monte un étage, il faut faire une petite pause au 1er étage pour reprendre son souffle. Et la classe 4, là, on est vraiment essoufflé au moindre effort, notamment pour la toilette, l'habillage. Bien. Évidemment, plus l'essoufflement est important, plus on peut penser que la maladie est sévère. L'hypertension pulmonaire, mais dans la sclérodermie, c'est plus compliqué. Il y a des tas d'autres raisons d'être essoufflé. C'est pour ça que même quand on a fait un diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire, si l'essoufflement s'aggrave, vous avez vu, pour revenir en arrière, ici, et dire, il y a une hypertension artérielle pulmonaire, mon essoufflement s'aggrave, peut-être que c'est une, ici, des 7 autres causes, finalement, et pas forcément une aggravation de l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur l'examen général, systémique, multi-organe du patient sclérodermique. C'est pour ça que avoir son cardiologue ou son pneumologue, c'est bien, mais il faut aussi avoir le spécialiste de la sclérodermie qui pense à tout le reste. Parce que le cardiologue ne va pas penser que le reflux gastro-œsophagien peut aggraver l'essoufflement, par exemple. Alors, le test de marche de 6 minutes, vous êtes des pratiquants, vous avez beaucoup pratiqué. C'est un test qui est excellent pour évaluer votre capacité à l'effort, pour évaluer votre adaptation cardiaque à l'effort. Donc, tous nos patients sclérodermiques ont des tests de marche, qu'ils aient ou non une hypertension artérielle pulmonaire, ça permet de les suivre dans le temps. Et vous savez aussi qu'on évalue en fin de test l'index de Borg. L'index de Borg est très important parce qu'il reflète la difficulté à réaliser le test. C'est aussi un critère très important. Par exemple, si vous faites un bon test de marche à 430 mètres, mais que le Borg est à 9, ça veut dire que vous avez très forcé, c'était très dur. En revanche, si vous faites un test de marche à 430 mètres, essayez bien, mais le Borg est à 1, c'est-à-dire que finalement vous auriez pu faire mieux et c'est pas mal. Et vous voyez que la distance parcourue ne suffit pas pour évaluer bien la sévérité de la situation clinique. Le Borg est très important. Alors vous savez qu'on fait des échographies cardiaques régulièrement, avant le diagnostic, pendant le diagnostic, après le diagnostic pour le suivi de l'hypertension artérielle pulmonaire. Ça fait partie des choses normales, mais parfois aussi le cathétérisme cardiaque est nécessaire. Alors, les épreuves fonctionnelles respiratoires, c'est très important pour d'abord évaluer les volumes pulmonaires, mais aussi ce qu'on appelle la DLCO.
c'est la diffusion des gaz du monoxyde de carbone. Alors, les épreuves fonctionnelles respiratoires, vous les avez souvent faites. Eh bien, regardez ici la courbe. Vous êtes en train de respirer tous, vous et moi, normalement. Ici, vous inspirez. Ici, vous expirez. Inspirez. Et vous allez souffler tout ce que vous avez dans les poumons. Puis remplir au maximum ce que vous avez dans le poumon. Puis à nouveau, souffler tout ce que vous avez dans le poumon. Et bien ça, c'est la CPF. C'est la capacité vitale forcée. Ce que vous venez de faire, c'est la capacité vitale forcée. Et c'est avec ça que vous vivez tous les jours. Donc pour nous, c'est majeur. La CPF, alors il y a tout ça évidemment, mais nous, on se trouve la CPF là. Et bien vous voyez qu'ici, ce patient a 78% de la théorie, ce qui est pas si mal. Ça évolue de la capacité respiratoire ventilatoire. Mais ça, c'est juste la ventilation. Il y a aussi la diffusion des gaz, et c'est à ça que sert la ventilation. Et plus vous pouvez expandre votre poumon, et plus vous favorisez la diffusion des gaz, de l'oxygène et le monoxyde de carbone. Quand vous inspirez fort, le sang vient et vous avez le sang qui va s'oxygéner grâce à l'air que vous avez mis dans votre poumon. Le sang bleu va devenir rouge. Et en soufflant, eh bien, vous allez rejeter à l'extérieur le bleu, c'est-à-dire le gaz carbonique. C'est comme ça que fonctionne notre poumon. J'ai une petite vidéo, elle fait 3 minutes, on verra si nous avons le temps d'y revenir tout à l'heure pour bien expliquer les échanges gazeux. Elle est pas mal faite, elle fait 3 minutes. Eh bien, quand on a une hypertension artérielle pulmonaire, il faut traiter. On a fait le diagnostic, on a fait le cathétérisme cardiaque droit, on a évalué la sévérité, l'importance du débit cardiaque, des résistances vasculaires pulmonaires, on traite. Et ce qui est extraordinaire dans l'hypertension artérielle pulmonaire, rarement on a vu ça de vie d'un clinicien, de vie professionnelle d'un clinicien, c'est qu'en 20 ans, alors qu'il y a 20 ans, il n'y avait pratiquement rien que l'hypoprosténol, on a vu le développement d'un tas de nouveaux médicaments pour l'hypertension artérielle pulmonaire par voie injectable et surtout par voie orale, avec les différentes voies que vous connaissiez. Hein. Le premier, ça a été le sildenafil. Avant, il y a eu le Bosantan. Puis il y avait l'hypoprosténol et maintenant les formes sous-cutanées ou alors à demi-vie prolongée. Et tout ça peut se combiner et s'associer. Et les traitements combinés eh bien, sont encore plus efficaces. Et c'est vraiment extraordinaire d'avoir aujourd'hui ces possibilités thérapeutiques parce que ça a fait un énorme bien aux patients. Et ces progrès ne sont pas finis. Ces progrès ne sont pas finis parce que le 6 mars dernier, publication dans le New England Journal, un nouveau médicament, une nouvelle histoire dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Le médicament s'appelle le sotatercept. C'est un anticorps monoclonal, un anticorps qui va bloquer un mécanisme de fibrose, alors que tous les autres médicaments agissaient sur le vaisseau, lui, il va agir sur la fibrose en plus. Et ce médicament vient de démontrer dans un large essai thérapeutique qui va permettre la commercialisation de ce médicament, qu'il améliore les tests de marche, mais qu'il améliore aussi les résistances vasculaires pulmonaires. Et on peut très bien imaginer que ce sera un médicament qu'on pourra combiner aux autres pour faire encore mieux. Les autres vont dilater les vaisseaux, améliorer le débit, et lui va jouer sur la fibrose comme s'il allait, dédurcir, enfin ramollir un petit peu les vaisseaux qui avaient perdu leur souplesse. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment des progrès incroyables. Mais il ne faut pas oublier la rééducation, la réadaptation à l'effort et l'activité physique adaptée. Chacun est capable de faire une activité physique. Le test de marche en est un exemple. Mais sur la base du test de marche, on peut savoir comment remettre en fonction le cœur, les poumons, les articulations et les muscles des patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire et une sclérose. Mais dans la sclérodermie, c'est beaucoup plus compliqué que le groupe 1 pur, parce que dans la sclérodermie, vous avez vu, beaucoup d'organes peuvent être touchés. Et le cœur gauche peut être touché dans la sclérodermie, et peut augmenter les pressions pulmonaires, et rendre les choses plus complexes. Et parfois, c'est la fibrose dans le poumon qui peut expliquer une élévation des pressions pulmonaires, parce que l'oxygène n'arrive plus le sang n'arrive plus à être bien oxygéné à cause de la fibrose du poumon, et ça va provoquer une contraction des petits vaisseaux du cœur droit, une élévation des pressions. Et tout ça peut se combiner, c'est-à-dire qu'on peut avoir une maladie des capillaires, une maladie du poumon,
Et donc l'hypertension artérielle pulmonaire qui était du groupe 1 devient du groupe 1 plus 3 avec la fibrose pulmonaire. Et ça complique évidemment la prise en charge, parce que dans ce cas-là, il faut aussi traiter la fibrose du poumon. Mais, extraordinaire aussi, en 20 ans, le développement des molécules pour traiter la fibrose pulmonaire et le contrôler. On avait la cortisone, mais il ne faut surtout pas l'utiliser à forte dose, parce qu'il y a un risque pour le rein. On avait l'endoxan ou cyclophosphamide, le Celcept, le Midfortic, l'Imurel. On a maintenant des biologiques pour nous aider à traiter la fibrose pulmonaire, des biologiques qu'on utilise dans la polyarthrite rhumatoïde, comme le rituximab. On a des biologiques qu'on utilise aussi dans la polyarthrite rhumatoïde, le tocilizumab. Et bien, il a démontré un bénéfice dans la fibrose pulmonaire récente inflammatoire. Et puis, on a le premier médicament d'une classe nouvelle, le PEV, le nintédanib, qui, un peu comme le sotatercept tout à l'heure, va s'attaquer à la fibrose du poumon, et pas que au système immunitaire, comme le faisaient les médicaments précédents, notamment le Celcept. La prise en charge passe aussi par la vaccination, et ça, vous le savez, tous ici, vous devez être couverts l'hiver par la grippe, vous devez être couverts contre le pneumocoque, avec le rappel tous les 5 ans, et puis bien sûr, la vaccination Covid, et sachez que c'est au mois d'octobre qu'on a eu le Pfizer bivalent qui couvre l'Omicron que nous avons encore actuellement, alors plus beaucoup, mais comme il y a l'hypertension artérielle pulmonaire, vous êtes très très fragile vis-à-vis d'une infection virale, ce qui fait que si votre dernière dose de vaccin Covid remonte à l'été dernier, il faut refaire une nouvelle dose parce que vous n'avez pas eu le vaccin Pfizer bivalent d'octobre qui couvre le variant Omicron. Et dans la sclérodermie, comme je vous l'ai dit, il faut penser qu'il faut aussi traiter l'intestin, il faut traiter l'œsophage, parfois le cœur, le poumon, les muscles, les articulations, les calcifications sous-cutanées, le phénomène de Raynaud, les ulcères, la peau qu'il faut masser. Et puis, sachez aussi, et vous le savez évidemment, que quand on a une sclérodermie, les prises de sang répétées sont très très difficiles. Parfois, on a du mal à voir les petites veines sous la peau. Et puis, il existe un outil par lumière infrarouge qui permet de visualiser, alors qu'on ne voit pas les veines en regardant la peau, qui les visualise sous la peau pour aider aux ponctions veineuses. Et on a pu acheter cet outil, qui coûte à peu près 1 500 €, sachez-le, c'est un petit peu cher, mais ma foi, ça peut vraiment aider les équipes médicales à éviter de devoir piquer et repiquer les patients pour les bilans sanguins. Et la prise en charge, ça passe forcément aussi par l'éducation thérapeutique du patient, le partenariat qui est ainsi établi entre le clinicien, le patient, l'équipe aussi du clinicien, va aider le patient à mieux connaître sa maladie, mieux connaître les signes d'alerte de la maladie et mieux connaître les signes qui feront qu'il devra contacter son médecin. Donc il faut vraiment encourager et inciter les équipes qui nous prennent en charge à développer des programmes d'éducation thérapeutique. Nous en avons à Lille qu'on peut distribuer et former les équipes en région. On le fait depuis des années avec la filière Pfizer. Mais évidemment, tout ça, et vous comprenez, les dossiers sont complexes. Ce qu'on fait, nous, à Lille, mais tout le monde le fait au plan national, c'est que chaque dossier est complexe, ainsi sont discutés de façon multidisciplinaire. Nous avons ici autour de la table, et tous les patients avec hypertension pulmonaire sont discutés tous les mois avec nos cardiologues, ici Nicolas Lamblin et Pascal de Grotte, avec Jean-François Bervard, qui est notre pneumologue, un autre pneumologue qui nous vient d'Amiens, le professeur Rémi Jardin, qui nous interprète les scanners et qui fait la diffusion, Vincent Sobanski de l'équipe, il y a aussi David Launay, et puis ici nous avons le chef de clinique des internes qui était venu discuter de ce dossier. C'est toujours multidisciplinaire, les discussions. Et c'est comme ça qu'on peut aider à prendre en charge une hypertension artérielle pulmonaire et une autre maladie associée. Et puis il y a donc le PNDS. Le PNDS, c'est la référence, je vous le disais, PNDS, ici sclérodermie systémique, mais il y a aussi l'hypertension artérielle pulmonaire. Et tout ça, il faut le faire en partenariat. Et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble avec HTAP France. Et merci à Mélanie pour tout ce qu'elle fait, et puis toute l'équipe autour de Mélanie pour tout ce qui est fait au quotidien pour les patients avec hypertension artérielle pulmonaire. Et puis le partenariat que nous avons aussi avec l'Association de sclérodermie de France et la filière FI2R que je dirige. Vous savez que Marc Hébert, lui, dirige la filière pulmonaire des maladies rares.